Gemini présente Blabla Science. Aujourd'hui, du clic radio à la mort cosmique. C'est incroyable quand on y pense. Les objets vraiment les plus banals de notre quotidien cachent des mystères complètement dingues. Ah oui, c'est clair. On allume une radio ou on passe une IRM et on se pose pas de questions. Bah non, on accepte l'interface, on utilise un GPS et ça nous semble normal. Alors que derrière tout ça, il y a une véritable odyssée cosmique. C'est pas juste de la petite physique appliquée. Exactement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire une simple leçon de physique quantique qu'on aurait pu lire dans un manuel scolaire. Non, l'idée c'est plutôt de voir comment une simple question sur les ondes radio peut dériver et nous amener à déconstruire la géométrie même de notre espace-temps. Et le matériel qu'on a sous les yeux aujourd'hui pour faire cette plongée en profondeur illustre ça à la perfection. Tout à fait. On se penche sur une retranscription vraiment fascinante. C'est un échange direct entre un humain super curieux et une intelligence artificielle. L'IA Gemini, en l'occurrence. Et ce qui capte direct l'attention dans ce dialogue, c'est la trajectoire de la pensée. La dérive inéluctable, ouais. Ça commence par une petite interrogation très ciblée, genre comment marche une antenne radio? Et ça finit par remettre en cause la structure du vide et carrément la fin thermodynamique de l'univers. C'est le vertige assuré. Du coup, la mission pour nous aujourd'hui, c'est de décortiquer tout cet échange pour quiconque souhaite comprendre les rouages invisibles du monde. Et ça, sans se noyer dans le jargon. C'est ça, relier le petit clic d'une pile électrique à l'énergie noire. Ok, on va décortiquer tout ça, parce qu'il faut bien partir du plus petit pour comprendre le grand. Et cette progression, elle n'est pas anodine. Passer de l'électron à la structure globale de l'univers, ça montre bien que les lois fondamentales s'appliquent à toutes les échelles. Bon, alors commençons par le début. La genèse d'une onde. La fameuse étincelle. Voilà. Tout commence avec de simples électrons. Si on prend une antenne de transmission classique, le principe c'est de forcer des électrons à monter et descendre. Le long d'une tige métallique. C'est ça, à une fréquence hyper précise. Et ce mouvement, il crée un champ électrique. Sauf qu'en physique, il y a cette règle absolue, un électron en mouvement crée aussi... Un champ magnétique, les deux sont liés. Et là, on a un phénomène d'autogénération. Le champ électrique variable crée un champ magnétique qui lui-même, en variant, recrée un champ électrique un peu plus loin. La source utilise une super image pour ça. C'est un genre de saute-mouton perpétuel. Un saute-mouton qui s'élance quand même à 300 000 km par seconde. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette autogénération explique un truc qui a bloqué les savants pendant des années. La propagation de la lumière des étoiles. Exactement. Comment la lumière d'une galaxie peut voyager pendant des milliards d'années dans le vide complet, sans moteur? Sans perte de vitesse. Voilà. Maxwell et Faraday ont prouvé que l'onde est son propre carburant. C'est une danse perpendiculaire en fait. Le champ électrique oscille à la verticale, on va dire, et le magnétique à l'horizontale. Et cette géométrie stricte oblige l'énergie à fuir vers l'avant, les deux faces d'une même pièce. Il y a même une formule très élégante pour ça. E égale C fois B. C'est ça. Le champ électrique est lié au champ magnétique par la vitesse de la lumière. Le vide a ses propres règles. Et pour rendre ça plus concret, la source propose une petite expérience à faire chez soi. L'expérience du clic de la radio. Elle est géniale celle-là. On prend une vieille radio analogique, on la met sur une fréquence vide pour avoir juste du bruit blanc. Le fameux grésillement. Ensuite, on prend une pile et un petit fil de cuivre et on vient fermer et ouvrir le circuit juste à côté de l'antenne. Et boum! Boum, à chaque contact, on entend un clac très net dans le haut-parleur. Ce clac, c'est l'impulsion magnétique en action. L'accélération brutale des électrons dans le fil arrache une perturbation qui va frapper l'antenne. C'est fou de se dire que c'est le principe même du télégraphe sans fil de Marconi. Des arcs électriques violents pour balancer de l'information dans l'air. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'à l'échelle quantique, un électron n'a même pas besoin de se déplacer pour avoir cet impact magnétique. Ah oui, la notion de spin. Le spin quantique. Chaque électron tourne sur lui-même, en gros, et agit comme un minuscule aimant permanent. Mais du coup, pourquoi mon trombone sur mon bureau, il n'est pas magnétique s'il est bourré de petits aimants? À cause du chaos. À l'échelle humaine, les milliards d'électrons ont des spins orientés dans tous les sens. Ça s'annule complètement. Donc, pas de force globale. Par contre, si on les aligne tous dans la même direction, avec un champ externe très puissant, là, ça change tout. C'est le principe de l'IRM dans les hôpitaux. On discipline le chaos quantique pour regarder à l'intérieur du corps. C'est brillant. Mais du coup, cette notion d'onde qui voyage, ça amène une image mentale que j'adore dans la source. L'analogie du lac. Ah oui, de cailloux qui coulent. Si on imagine que l'électron, c'est un caillou qu'on lâche dans un lac profond, en coulant, il fait un vortex dans son sillage. Ce vortex, c'est le champ magnétique continu.
Mais si le caillou coule à vitesse constante, il n'y a pas de vague à la surface. Il n'y a pas d'onde qui s'échappe vers les berges. Pour avoir cette fameuse ride à la surface, il faut que le caillou vibre ou change de direction. Il faut une accélération ou un freinage. Et c'est là qu'on pousse l'analogie plus loin pour comprendre la différence entre la petite radio et les machines médicales. Les rayons X. Imaginez que ce même caillou soit lancé à une vitesse délirante et percute un mur de béton au fond du lac. Le choc extrême. L'énergie cinétique est tellement compressée d'un coup, le sillage s'écrase sur lui-même. En physique, on appelle ça le Bremsstrahlung, le rayonnement de freinage. On projette des électrons hyper vite contre une cible en tungstène. Et le freinage violent crée une ride électromagnétique tellement serrée et rapide que ça devient un rayon X. Sa longueur d'onde est minuscule. C'est pour ça que les rayons X traversent notre peau sans problème. L'onde est trop rapide pour interagir avec les tissus mous. Mais par contre, elle s'écrase sur les atomes de calcium très denses de nos os. Les os encassent le choc et ça imprime la radio en blanc. Tout n'est qu'une question de freinage d'électrons. C'est dingue. Mais attendez, ça soulève un énorme paradoxe. Le paradoxe du support. Exactement. Si je jette un caillou, il y a l'eau du lac. S'il y a du son, il y a de l'air. Dans quoi naviguent ces ondes électromagnétiques? Dans l'espace. La fameuse question de l'éther. Même des génies absolus comme Maxwell ou Einstein au début se sont arrachés les cheveux là-dessus. Ils ne pouvaient pas concevoir une onde sans support matériel. Il postulait que l'univers était rempli d'une sorte de gelée invisible hyper rigide. L'éther. Mais on a fini par prouver que ça n'existe pas. Bon, par contre, brisons un mythe, le vide interstellaire, c'est pas du néant. Pas du tout. Et c'est là qu'on rentre dans la texture du vide. Le vide possède une élasticité mesurable. La permittivité et la perméabilité. C'est ça, sa capacité à laisser s'établir des champs électriques et magnétiques. À l'échelle quantique, c'est même une mer bouillonnante. Des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un éclair. Donc l'onde radio ou la lumière, elle voyage pas dans le vide. Non, c'est le vide lui-même qui ondule. L'onde fait partie du tissu de l'espace. C'est là que ça devient vraiment vertigineux. Parce que si l'onde est solidaire du vide et que l'univers s'étend, L'espace s'étire. Et comme l'onde est dessinée sur cet espace, elle s'étire avec lui. l'effet élastique. C'est le fameux décalage vers le rouge, le redshift. Le trajet et la longueur d'onde s'allongent. La lumière devient plus rouge. Le meilleur exemple, c'est le fond diffus cosmologique dont il parle dans la retranscription. La toute première lumière de l'univers. 380 000 ans après le Big Bang, l'univers a lâché une lumière aveuglante. Et aujourd'hui, 13 milliards d'années plus tard, cette lumière a été tellement étirée par l'expansion. Qu'elle s'est refroidie et transformée en simple micro-ondes. C'est monumental. Mais on a aussi l'effet inverse, le blue shift, le décalage vers le bleu. Quand l'espace se contracte au lieu de s'étirer. Si on prend la galaxie d'Andromède, elle nous fonce dessus à toute vitesse. Donc l'espace entre elle et nous se compresse et les ondes lumineuses se tassent. La lumière tire vers le bleu. Et la gravité fait exactement la même chose. Une masse très forte courbe et contracte l'espace-temps. Et ça a des conséquences super pratiques, c'est pas juste théorique. Ah non, c'est même vital pour nos technologies. Les satellites GPS, par exemple. Ils sont à 20 000 km d'altitude. La gravité y est plus faible qu'à la surface de la Terre. Le tissu de l'espace-temps est moins dense là-haut, ce qui fait que le temps s'écoule un tout petit peu plus vite pour le satellite. Si on corrigeait pas ce blue shift gravitationnel, les horloges de nos GPS se décaleraient. Il se tromperait de plusieurs kilomètres par jour. Tout le système mondial tomberait en panne en 48 heures. C'est quand même dingue de se dire que notre appli de navigation prend en compte la courbure de l'espace-temps. Ça prouve à quel point l'univers est dynamique. Et la source utilise une très belle métaphore pour expliquer les forces qui s'opposent dans cette dynamique. Le déséquilibre de la pâte à pizza. J'adore cette image. Imaginez que l'univers, c'est une grande pâte à pizza. L'expansion, propulsée par l'énergie noire, c'est le boulanger qui étale la pâte. Il les tire de tous les côtés, il crée du nouvel espace. Et de l'autre côté, on a la gravitation. Les doigts qui viennent pincer la pâte. La gravité crée des grumeaux, elle concentre la géométrie de l'espace-temps. Les étoiles, les galaxies. Le boulanger contre les doigts qui pincent. C'est le grand match cosmique. Mais ça soulève un problème monumental pour la thermodynamique. Le paradoxe soulevé par l'humain dans le dialogue? Si l'expansion crée sans arrêt du nouveau vide, et qu'on a vu que le vide a une énergie propre, Alors l'univers crée de l'énergie à partir de rien. Ce qui est censé être physiquement impossible. La densité d'énergie du vide reste constante pendant que le volume augmente. c'est ce qu'on appelle la catastrophe du vide. Il y a un écart de 10 puissance 120 entre ce que la théorie quantique prédit et ce qu'on observe. Un 1 suivi de 120 zéros. C'est l'erreur la plus monumentale de l'histoire de la physique.
Pour résoudre ça, les physiciens envisagent que l'univers est un système qui s'autofinance. Un jeu à somme nulle. Voilà. Le vide crée de l'énergie positive en s'étendant, mais la gravitation, qui essaye de tout retenir, crée une énergie négative. Une dette gravitationnelle. Et la création d'espaces positifs est exactement annulée par cette dette négative. Au final, l'énergie totale de l'univers, c'est zéro. C'est fou, mais ça tient mathématiquement. Et cette réflexion a mené l'utilisateur de l'IA à formuler la métaphore ultime de la discussion. La mort de l'univers. La théorie du lac qui s'assèche. Une image à la fois poétique et terrifiante. Reprenons le vide comme un volume d'eau. La quantité totale d'eau, l'énergie, est fixe. Mais l'expansion de l'univers augmente la surface de ce lac à l'infini. Si la surface grandit et que l'eau reste la même, la profondeur diminue inexorablement. Le lac s'assèche en s'étalant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour la matière là-dedans? Dans cette métaphore, on peut voir les particules de matière comme des vortex, des tornades aquatiques qui tournent dans le lac. Ces tornades, elles ont besoin de la profondeur pour exister. Exactement, elles utilisent cette dimension de profondeur. Mais si l'univers s'étend indéfiniment, la profondeur du lac va finir par tendre vers zéro. Et si l'eau devient une flaque infiniment fine d'1 millimètre, la tornade s'effondre. La matière n'aura plus assez de profondeur pour maintenir sa structure. Les atomes, nos corps, les planètes, tout va se dissoudre. L'univers deviendra une surface infiniment plate, thermiquement et géométriquement morte. Le silence absolu. Face à cette fin tragique, l'humain et l'IA dans le texte arrivent à une belle conclusion philosophique. C'est la limite de notre propre conscience. Notre cerveau de primate, il est fait pour survivre en 3D à la surface du lac. Éviter un prédateur, attraper un fruit. Il n'est pas câblé pour visualiser la véritable structure mathématique invisible de l'univers. Feynman et Einstein le disaient. Le vrai miracle, en fait, c'est pas que l'univers soit si complexe, c'est qu'il soit dans une certaine mesure compréhensible pour nous. Qu'on arrive à déduire tout ça avec quelques équations et notre petit cerveau. C'est le triomphe de l'abstraction. Donc on part d'une petite étincelle d'apile pour faire un clic radio et on arrive à la dissolution infinie et plate de l'espace-temps. La boucle est bouclée. Tout est interconnecté. C'est clair que la prochaine fois qu'un téléphone capte mal ou qu'on voit une étoile un peu rougeâtre au télescope, on se dira plus que c'est un simple bug ou une jolie lumière. On verra la trame de l'univers qui se tord et qui ondule en direct. Mais avant de clôturer cette exploration, je crois qu'il y a une pensée finale, une réflexion vertigineuse qui émerge de toutes ces sources combinées. Oui, une idée qui n'est pas explicitée dans le texte originel, mais qui en découle directement, si on applique la physique quantique moderne à cette idée d'univers plat. Le principe holographique. Exactement. Si notre univers s'étire jusqu'à devenir une surface en 2 dimensions infiniment plate et que toute la matière s'y dissout, on peut se demander ce que deviennent toutes ces ondes radio. Ces milliards d'années de rides qui ont transporté nos voix, notre musique, la lumière des étoiles mortes, est-ce que tout est perdu? La théorie suggère que non. Le principe holographique stipule que toute l'information contenue dans un volume en 3 dimensions peut théoriquement être encodée et conservée sur la surface plate qui l'entoure. Donc, quand le lac perd toute sa profondeur, l'information des tornades ne disparaîtrait pas. Elle s'imprimerait sur la surface. Et si cet univers plat en apparence mort devenait en fait le disque dur éternel de la réalité? Une membrane qui contient le souvenir indélébile et mathématique de tout ce qui a un jour vibré ou existé. Le cimetière deviendrait une archive cosmique? Se dire que nos voix enregistrées aujourd'hui feront peut-être partie du code imprimé sur la surface finale de l'univers. Voilà quelque chose à méditer en regardant les étoiles ce soir pour toutes les personnes qui nous écoutent. Une belle empreinte pour l'éternité. Merci d'avoir partagé cette plongée avec moi. C'était vertigineux.